Depuis le 7 octobre, plus de 220 otages de toutes nationalités et confessions sont aux mains du mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, des bébés et des enfants. Kfir, 9 mois. Aviv, 2 ans. Emilia, 5 ans, et ses 2 sœurs jumelles. Emma et Yuli, 3 ans. Yael, 3 ans. Abigail, 3 ans. Raz, 4 ans. Ariel, 4 ans. Ella, 8 ans. Nav, 8 ans. Ohad, 9 ans. Ofri, 10 ans, et ses 2 frères et sœurs Yuval, 8 ans, et Oria, 4 ans. Ethan, 12 ans. Erez, 12 ans. Noam, 12 ans. Daphna, 14 ans. Sar, 16 ans. Noya, 16 ans. Amit, 17 ans. Ophir, 17 ans. Ne les abandonnons pas. Cette barbarie est un crime contre l'humanité. Notre mobilisation se doit d'être universelle pour les libérer. Ramenez-nous nos enfants. Édition spéciale. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur RCJ pour une édition spéciale d'information et d'analyse jusqu'à midi. À Paris, vous nous écoutez sur le 94.8. Vous nous suivez également sur le DAB+, ainsi que sur radio-rcj.info. Au sommaire de cette émission, nous ferons le point sur la situation sécuritaire en Israël au 37e jour de la guerre, alors que des avions de combat israéliens ont frappé des infrastructures terroristes en Syrie et que les combats se poursuivent au cœur de la ville de Gaza, où se trouve, selon Tsahal, le centre de l'infrastructure du Hamas, retranché dans des tunnels. Emmanuelle Ada, notre correspondante permanente en Israël, sera avec nous depuis Tel Aviv. Dans la seconde partie de cette émission, nous évoquerons l'actualité en France avec cette marche civique pour la République et contre l'antisémitisme prévue cet après-midi à Paris, mais également en région. Une initiative de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et de Gérard Larcher, le président du Sénat. Une marche à laquelle Emmanuel Macron ne participera pas. Dans une lettre française publiée ce matin dans Le Parisien, le chef de l'État affirme qu'une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. Elisabeth Borne sera présente en tête de cortège à Paris entre l'Assemblée nationale et le Sénat en compagnie d'une vingtaine de ministres. La première ministre qui dénonce ce matin les postures de LFI et du RN. L'absence de la France insoumise parle d'elle-même. La présence du Rassemblement national ne trompe personne, affirme la première ministre sur le réseau social X. Pour en parler, le politologue Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, sera en ligne avec nous, ainsi que Philippe Meyer, président du Bnei Brit de France. Il participe ce matin au rassemblement contre l'antisémitisme dans la ville de Nice, car des marches sont prévues dans plus de 70 villes tout au long de la journée. Les principaux responsables de la communauté juive appellent à se joindre à cette mobilisation. À noter également qu'une manifestation prévue ce matin devant le monument du Veldiv à Paris par la France Insoumise a été annulée par la préfecture de police. Toujours à ce chapitre, le député insoumis David Guiraud a depuis Tunis mis en cause la réalité des massacres commis par le Hamas à l'encontre de la population israélienne le 7 octobre dernier. Et puis, alors que 300 000 personnes ont participé hier à Londres à une marche pro-palestinienne, nous nous intéresserons à la situation en Allemagne, car là aussi, depuis le 7 octobre, la parole anti-juive se libère à des niveaux jamais atteints depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le journaliste israélien Eldad Beck, ancien correspondant à Berlin du quotidien Israël Hayom, nous livre là son analyse. Et nous prenons tout de suite la route de Tel Aviv où nous attend notre correspondante Emmanuelle Ada. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Les combats se poursuivent à l'intérieur de la bande de Gaza, mais aussi sur le front nord. Tsahal déplore, Emmanuel, la perte de plus de 40 de ses soldats depuis le début de la guerre, avec de nouvelles victimes ces dernières 48 heures. Tout à fait, Laurence, le porte-parole de l'armée a autorisé à la publication l'annonce de la mort de 5 combattants de Tsahal durant les combats à Gaza. Il s'agit du lieutenant-colonel Moshe Yedidia Leiter de 39 ans du village d'En-Tsurim, le sergent-major de réserve Matan Meir, 38 ans de Adam, le sergent Yosef
Hershkovitz, 44 ans du Gush Etzion, le sergent Sergei Shmarkin, 32 ans de Kiryat Shmona et le sergent Nathanaël Harouche, 34 ans de Jérusalem. Que leur souvenir soit une bénédiction. Un officier et 4 autres combattants ont été gravement blessés au cours des combats dans la bande de Gaza. Depuis le début de l'entrée de Tsahal dans Gaza, 43 soldats ont été tués au combat. Pour bien comprendre, Emmanuel, ce qui se joue depuis 5 semaines sur le terrain, faisons à présent un point sur les opérations militaires menées par l'armée israélienne depuis le début de l'opération Épée de fer. Oui, alors ce petit récapitulatif, depuis le début de l'opération dans la bande de Gaza, l'armée de l'air, en coopération avec les forces terrestres, a attaqué environ 5000 objectifs terroristes. Environ 3300 frappes aériennes ont été effectuées par des avions de combat et près de 860 raids ont été menés par des hélicoptères de combat. 570 attaques ont été menées par des avions pilotés à distance. Israël se bat sur plusieurs fronts depuis le 7 octobre. Que se passe-t-il en ce moment même, Emmanuel Hadda, dans la bande de Gaza ? Selon les informations données par le porte-parole de Tsahal, le Hamas a perdu le contrôle du nord de Gaza. Au cours de ces dernières 24 heures, d'importantes forces terrestres couvertes par des avions de combat et des forces navales ont continué leurs opérations dans le camp de Shahati, qui est l'un des bastions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. La bataille dans ce camp d'Al-Shahati, près de Gaza City, a duré plusieurs heures. Sur place, les forces israéliennes ont découvert plusieurs infrastructures terroristes qu'ils ont détruites. Ils ont aussi éliminé plusieurs terroristes. Au milieu des combats, les soldats de l'unité Givati ont repéré des civils qui se trouvaient dans un bâtiment. Un couloir sécurisé a été mis en place pour leur permettre d'évacuer sous les tirs du Hamas qui souhaitait les en empêcher. Toujours selon le porte-parole de Tsahal, Israël a été accusé à tort d'avoir attaqué l'hôpital Shifa alors qu'il s'agissait à nouveau d'un tir raté du Hamas. Un passage protégé a été aménagé pour permettre aux Gazaouis de quitter cet hôpital en toute sécurité. Autre situation très délicate dans un autre hôpital gazaoui, celui de Rantissi, où se déroulait une prise d'otage. Tsahal a réussi à éliminer le terroriste qui retenait en otage près d'1 millier de civils de Gaza dans l'hôpital, les empêchant de partir. En collaboration avec les équipes médicales de l'hôpital, Tsahal a assuré que tout était fait pour protéger les malades, dont des bébés qui devaient être évacués dans un autre centre hospitalier. À Beth Hanoun, un autre bastion du Hamas, des commandos de parachutistes ont détruit des armes, des munitions, des engins explosifs trouvés dans un jardin d'enfants. Les combattants de Tsahal ont localisé et détruit de nombreuses entrées de tunnels. Ils ont pris le contrôle de bâtiments militaires et même civils contenant de grandes quantités d'armes, des cartes et du matériel de renseignement appartenant au Hamas. À savoir aujourd'hui qu'il y aura un nouveau cessez-le-feu humanitaire de plusieurs heures avec l'ouverture de plusieurs passages pour les populations civiles qui partiront vers le sud. Et puis Emmanuel, à la frontière libanaise, les affrontements sont montés d'un cran. Le ministre de la Défense israélienne les prend très au sérieux et il a lancé des menaces contre le Hezbollah. Tout à fait, Yoav Gallant s'est rendu à la frontière libanaise afin d'évaluer la situation. Il a estimé que les agressions du Hezbollah ne pouvaient plus être considérées uniquement comme des provocations. Il a salué les ripostes de Tsahal qui ont causé déjà des pertes au Hezbollah. Il a ajouté que le Hezbollah commettait une erreur en entraînant le Liban dans une guerre qui pourrait la transformer comme Gaza. Ceux qui en payeront le prix seront avant tout les citoyens libanais. Le ministre de la Défense a ajouté que les pilotes de Tsahal étaient déjà dans leur cockpit. Il a souligné que Tsahal n'avait même pas utilisé 10% de la puissance de l'armée de l'air israélienne. Pendant ce temps, des milliers de personnes fuient le sud Liban, craignant une expansion du conflit. Environ 45 000 personnes ont été évacuées de 38 villages sur une zone de plus de 100 km. Et puis Emmanuel Hadda, pour conclure cette première partie, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a donné hier soir une conférence de presse. Il était accompagné de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, mais également de Benny Gantz. Que faut-il en retenir ? Alors, on retiendra qu'il a effectivement annoncé que Tsahal avait pris le contrôle de la ville de Gaza et éliminé de nombreux terroristes. Il a également averti le Hezbollah de ne pas entrer en guerre dans l'intérêt du Liban. Il a surtout ajouté, en ce qui concerne les otages, qu'aucun cessez
qu'aucun cessez-le-feu ne sera accepté sans le retour de tous les otages et qu'Israël souhaitait, après la guerre, contrôler la bande de Gaza sur une durée indéterminée. Il y a également eu une petite remarque pour Emmanuel Macron, le président français. Il lui a répondu à cette déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre depuis hier. Benjamin Netanyahou a répondu clairement que la responsabilité des pertes civiles incombait au Hamas et non à Israël. Merci Emmanuel Ada pour toutes ces précisions. Vous restez bien sûr avec nous en ligne depuis Tel Aviv en direct sur RCJ pour d'autres développements. Dans un instant, nous serons en ligne avec le géopoliticien à la Fondation Jean Jaurès, David Kalfa, pour analyser, essayer de mieux comprendre la situation en Israël au 37e jour de cette guerre déclenchée par le Hamas. À tout de suite. RCJ. Avec le FSJU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, La Tête, la Chavaya Israéli et le FSJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org/urgence-israël. don.fju.org/urgence-israël. Découvrez Chic Chac, la nouvelle ligne de soins naturels pour les cheveux signée Sarah Guetta, la coiffeuse des stars. Chic Chac, une ligne innovante de produits capillaires, naturels, vegan et made in France. Conçue par Sarah avec des chimistes chevronnés, la gamme est composée de 4 produits capillaires exclusifs. Un shampoing, un masque, un sérum et une exclusivité, le No Shampoo Chic Chac, une eau essentielle unique en son genre. Chic Chac, en vente sur sarahguetta.com et sur amazon.fr. Tzedaka 2023, solidaire plus que jamais. 3 concerts exceptionnels et intimistes à l'Espace Rachi, Michel Jonas, lundi 20 novembre à 20h. Elle avait toujours dans son porte-monnaie Patrick Bruel, dimanche 26 novembre à 17h. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Gilbert Montagnier, mercredi 29 novembre à 20h. Réservez très vite sur tzedaka.fsju.org, tzedaka.fsju.org ou au 01 42 17 10 08, 01 42 17 10 08. Édition spéciale. Retour sur RCJ pour cette édition spéciale jusqu'à midi et c'est David Kalfa qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Nous allons essayer de comprendre avec vous ce qui se joue en ce moment au Proche-Orient dans cette guerre déclenchée par le Hamas contre Israël. David Kalfa, l'armée israélienne poursuit son avancée à l'intérieur de la bande de Gaza. Elle est maintenant à Gazaville, dans le centre de la bande. Jusqu'où peuvent aller les troupes israéliennes selon vous, David Kalfa ? Écoutez, ce qu'on peut constater, c'est que l'approche israélienne est extrêmement prudente. Les avancées sont substantielles. Pour l'instant, l'armée israélienne s'est concentrée sur le nord de la bande de Gaza pour une raison assez simple, c'est parce que tout simplement un certain nombre de PC, de centres de commandement et de réseaux de tunnels d'attaque sont situés au nord de la bande de Gaza, avec une stratégie qui consiste pour Tsahal à mutualiser en fait les effets via une tactique interarmée. Donc on voit bien à quel point l'armée israélienne a intégré dans sa stratégie la nécessité de combattre en ce qu'on appelle en 180 degrés, c'est-à-dire si vous voulez, avec un appui feu aérien, des hélicoptères de combat, des chasseurs bombardiers, l'infanterie, les blindés, le génie, qui agissent de concert
pour rendre encore plus efficace la force de frappe de l'armée face aux assaillants du Hamas et du djihad islamique. La difficulté en fait opérationnelle pour l'armée israélienne, c'est qu'elle combat une armée fantomatique en face, un groupe militaro-terroriste qui ne combat pas de manière frontale, qui utilise justement les tunnels pour mener des embuscades, pour frapper l'infanterie israélienne notamment et le génie de combat derrière les lignes israéliennes, ce qui nécessite pour les Israéliens de répondre de manière extrêmement rapide en identifiant ces miliciens du Hamas de la façon la plus rapide possible. Mais ce qu'on peut dire à ce stade, si vous voulez, c'est que il y a des avancées vraiment significatives du côté de l'armée israélienne, même si ces avancées sont lentes parce que précisément Tsahal prend le soin de faire extrêmement attention à la fois à la protection de ses propres troupes, évidemment, mais aussi des civils palestiniens en acceptant un certain nombre de pauses humanitaires pour permettre justement à ces populations civiles d'être à l'abri. Elle n'en reste pas moins efficace. Le Hamas est sur le reculoir. Et je crois d'ailleurs que l'accélération des négociations en vue de la libération d'un certain nombre d'otages s'explique aussi par le fait que les pressions vont croissantes sur le Hamas avec la destruction de son infrastructure militaire dans une bonne moitié désormais de la bande de Gaza. On voit bien que l'étau se resserre sur le Hamas, mais pour l'instant, ceux qui tombent sur le champ de bataille côté terroriste islamiste du Hamas, ce sont principalement des commandements de sections, de compagnies, de bataillons, mais les officiers supérieurs du Hamas et ceux qui dirigent des brigades et les divisions, eux, se terrent dans les bunkers du centre et du sud de la bande de Gaza. Donc la prochaine étape, ce sera pour l'armée israélienne d'avancer vers le sud, ce qui sera particulièrement compliqué parce que, évidemment, une grande partie désormais de la population palestinienne, civile, j'entends, a migré vers le sud de la bande de Gaza. Et donc là, elle risque de se retrouver entre deux feux. Il est beaucoup question, David Khalfa, d'un cessez-le-feu dans les prises de position des uns et des autres sur la scène internationale. Emmanuel Macron lui-même a appelé à œuvrer un cessez-le-feu. Est-ce que pour Israël, cela peut faire partie des options envisageables ou est-ce que cela reste totalement exclu, même en échange de la libération de tous les otages ou en tout cas d'une partie d'entre eux ? Écoutez, moi j'ai été surpris par la déclaration du président de la République qui, côté pile, en Israël, évoque une coalition internationale anti-Hamas sur le modèle de la coalition internationale anti-Daesh, et côté face, parle d'attaques délibérées de l'armée israélienne contre les civils palestiniens et appelle à un cessez-le-feu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que il est assez illisible, cette vision française du conflit est assez illisible au sommet de l'État et contribue assez grandement à en décrédibiliser, si vous voulez, la parole du président. Mais s'agissant de votre question, à ce stade, non, les Israéliens ne peuvent pas se permettre simplement d'accepter un cessez-le-feu pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez plus de 300 000 Israéliens au sud et au nord du pays qui ont quitté leur domicile parce que ils sont simplement dans la ligne de mire du Hezbollah d'un côté, du Hamas de l'autre, sans parler des Houthis du Yémen qui désormais tirent depuis le Yémen vers Eilat, sans parler évidemment aussi des tirs du Hezbollah depuis la Syrie vers le sud d'Israël. Et donc, on ne voit pas bien comment un cessez-le-feu pourrait se mettre en place, sachant que Israël est constamment bombardé à ses frontières, que par ailleurs, même s'il y a des avancées apparentes dans la négociation pour la libération des otages, pour l'instant, elles n'ont pas porté leurs fruits, et que, enfin et surtout, comment pouvez-vous, si vous voulez convaincre plus de 300 000 Israéliens de revenir à leur domicile, de rejoindre leur domicile, sachant qu'ils sont menacés par des organisations qui les vouent à la mort et qui répètent Urbi et Orbi que
elles réitéreront les massacres du 7 octobre. Ça paraît pas bien sérieux. De part et d'autre, David Khalfa, on commence à évoquer ce que pourrait être l'après, à l'issue de cette guerre. Que faut-il penser des déclarations successives du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? Il a dit hier soir qu'après l'élimination du Hamas, la bande de Gaza sera sous contrôle sécuritaire de Tsahal aussi longtemps que nécessaire. Mais vendredi, il avait déclaré qu'Israël ne cherchait pas à gouverner ni à occuper Gaza. Oui, alors là, il y a aussi, au sommet de l'État israélien, on a constaté malheureusement de manière tragique le 7 octobre un très grand degré d'improvisation, c'est moins qu'on puisse dire. Netanyahou, il est même dans cette guerre pris au piège de son alliance avec l'extrême droite israélienne, qui l'empêche quelque part d'envisager un scénario d'après-guerre, c'est-à-dire la question qui s'opposera si d'aventure le Hamas était défait sur le champ de bataille, c'est bien sûr un horizon politique. Je ne parle même pas de la solution à deux États qui à ce stade est complètement prématurée, mais s'agissant de la bande de Gaza et des conditions qui seront mises en place après une éventuelle défaite militaire du Hamas, Netanyahou ne veut pas en entendre parler pour une raison assez simple, c'est que il sait parfaitement que ses alliés, notamment Ben Gvir et Smotrich, s'opposent vertement à un retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Netanyahou lui-même a déclaré hier qu'il ne songeait absolument pas à un tel retour. Mais donc on voit pas bien en fait ce qui se passerait après une défaite militaire du Hamas. C'est-à-dire que assez logiquement, et même les Américains le comprennent, les Israéliens sont obligés de maintenir une présence militaire, au moins dans un premier temps, dans la bande de Gaza pour ainsi dire, pour terminer le travail. C'est-à-dire que si le Hamas reconstitue une partie de ses forces, l'armée israélienne serait bien obligée de riposter pour neutraliser les terroristes du Hamas, leurs activités militaires et la préparation d'éventuelles attaques terroristes contre le sud d'Israël en particulier. Mais au-delà de ça, la question qui se posera, c'est la dimension politique. Toute guerre a un objectif politique. Là, on ne voit pas bien quel est l'objectif politique. C'est compréhensible parce qu'évidemment, Israël a subi la pire attaque depuis même l'émergence du mouvement sioniste à la fin du 19e siècle. Pire massacre de Juifs depuis la Shoah. Donc il y a une sidération, un état de choc en Israël qui est profond. Mais évidemment, les généraux et les politiques sont quand même chargés d'anticiper l'après. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet après, en tout cas à ce stade, paraît extrêmement flou côté israélien. Et encore une fois, je pense que c'est tout simplement lié à la configuration politique israélienne actuelle. Même si les partis centristes ont rejoint le cabinet de guerre, Netanyahou n'en reste pas moins prisonnier de son alliance avec Ben Gvir et Smotrich. Et il ne peut décemment pas, alors même que l'armée israélienne opère désormais à Gazaville, s'aligner ses soutiens, d'autant que par ailleurs en plus, il sait parfaitement qu'à l'issue de ce conflit, des commissions d'enquête seront dépêchées, que sa responsabilité sera évidemment mise sur la table et qu'il est déjà en train de préparer ses arguments, de fourbir ses armes pour, on voit bien ces dernières semaines, renvoyer la balle à l'état-major pour se défausser. Une dernière question pour conclure, David Khalfa, si vous le voulez bien, au sujet du rôle de la Russie dans ce conflit. Comment comprendre sa position? Est-ce que finalement il y a un lien entre son soutien aux Palestiniens, ces étoiles de David bleues qui ont été taguées à Paris, dont Moscou serait le commanditaire, et même cette tentative de pogrom contre des Israéliens dans un aéroport au Daghestan il y a 2 semaines? Rien ne peut se faire dans les républiques sous la coupe du Kremlin sans que le Kremlin ne le sache. Et on constate dans les télévisions d'État la multiplication de déclarations ouvertement antisémites, anti-juives. On voit bien quelle est la stratégie du Kremlin. Enfin, c'est pas du tout nouveau. Il s'agit de souffler sur les braises. L'objectif stratégique de Poutine, c'est de précipiter un nouvel ordre international. D'où son alliance de revers avec l'Iran, mais aussi avec la Chine,
Il faut bien comprendre qu'au fond, ce conflit, c'est pas simplement un face-à-face entre Israël et le Hamas. Si on dézoome, on voit bien à quel point il y a des ressorts régionaux et internationaux, et la Russie désormais occupe une place un peu pivot dans cette nouvelle configuration internationale où ils veulent absolument affaiblir les démocraties libérales, dont Israël. On se rend d'ailleurs bien compte aussi des limites, si vous voulez, de la stratégie de Netanyahou s'agissant de Poutine, parce qu'on voit bien à quel point ça n'a pas du tout suffi à dissuader Poutine finalement de soutenir le Hamas. C'est une délégation du Hamas qui s'est rendue déjà à 2 reprises à Moscou ces dernières semaines. Il n'y a pas eu de condamnation du Kremlin de l'attaque du 7 octobre. Le projet de résolution déposé par le Kremlin au Conseil de sécurité de l'ONU ne mentionnait même pas le Hamas. Donc on voit bien que la position, si vous voulez, de Moscou, qui est purement opportuniste, elle vise à enfoncer un coin entre l'Occident et Israël, entre les démocraties libérales et Israël, et à profiter de cette guerre pour asseoir son positionnement au Moyen-Orient comme une puissance désormais avec laquelle il faut compter. Mais simplement, je pense que cette stratégie a des limites, puisque son efficacité reposait quand même sur la capacité de Poutine à discuter avec les uns et les autres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son alignement sur les positions les plus dures du côté palestinien et arabe est en train tout simplement d'aliéner la partie israélienne. On voit bien d'ailleurs que l'agacement des Israéliens va croissant s'agissant de la Russie. Et je pense qu'il faut aussi interpréter la visite potentielle de Zelensky à Jérusalem comme une volonté aussi, comme un pied de nez, si vous voulez, à Moscou pour montrer aux Russes que cette stratégie, elle a un coût. Merci infiniment David Khalfa d'avoir été avec nous sur RCJ pour nous éclairer sur les enjeux de cette guerre déclenchée le 7 octobre contre Israël par le Hamas. Merci à vous. Je rappelle que vous co-dirigez l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Très bonne journée. RCJ, à l'écoute de votre vie. – 11h26 sur RCJ. Nous parlons à présent de cette journée de mobilisation en France pour la République et contre l'antisémitisme. À l'appel de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et du président du Sénat, Gérard Larcher, une grande marche partira de la place des Invalides à 15h en direction du Palais du Luxembourg. C'est Elisabeth Borne qui en prendra la tête, une vingtaine de membres de son gouvernement, ainsi que 2 anciens chefs d'État, Nicolas Sarkozy et François Hollande, seront aux côtés de la Première ministre. La communauté juive appelle à se joindre à cette manifestation qui a lieu aujourd'hui dans plus de 70 villes de France. Bonjour Philippe Meyer. Bonjour. Vous êtes le président du Bnei Brit de France. Vous vous trouvez en ce moment à Nice où le rassemblement doit débuter d'ici quelques minutes. Est-ce qu'il y a déjà du monde autour de vous ? Oui, tout à fait. Je suis arrivé à Nice ce matin pour assister à ce rassemblement qui va commencer dans 2-3 minutes. Le monde commence à arriver. Il y aura une mobilisation. Il faudra voir comment ça va évoluer dans les prochaines minutes. Mais globalement, il faut vraiment que la France se mobilise. Vous avez dit, il y a une 60aine de villes. Il y a bien sûr la très grande marche à Paris cet après-midi à 15h. Et vraiment, j'appelle tous les auditeurs à venir où qu'ils soient en France, dans la ville où ils sont, où il y a une marche organisée, à participer très nombreux, mais pas eux seuls, bien évidemment. Il faut vraiment venir avec nos amis non-juifs, avec la société civile, pour dire non à cet antisémitisme et pour assister à ce qui devrait être, on verra ça ce soir, mais à ce qui devrait être une journée historique. Jamais dans l'histoire contemporaine, il y a eu un tel appel de la République, un appel de la communauté juive. C'est un appel de la République avec les deux présidents de chambre et l'ensemble de la classe politique, à quelques exceptions près, qui appellent à cette marche. Vous savez, très longtemps, on a dit à juste titre que la communauté juive se sentait isolée dans les difficultés que nous traversons depuis des années. Là, depuis un mois, ce ne sont pas des difficultés, c'est une tragédie. Il y a bien sûr eu la tragédie en Israël le 7 octobre, et il y a ce qui se passe en France depuis le 7 octobre, avec ces plus de 1200 actes antisémites en 5 semaines, c'est-à-dire près de 3 fois et demi plus qu'une année pleine jusqu'à présent.
Et donc on est dans ce tsunami antisémite en France. La France doit se mobiliser. Ce n'est pas l'antisémitisme, ce n'est pas un virus de la communauté juive, c'est un virus de la République. C'est un mal de la République qui concerne tout le monde. Nous ne pouvons pas ce soir nous ne devrons pas dire qu'une fois de plus, on aura eu des marches uniquement composées de membres de la communauté juive, où nous manifestons légitimement, mais seuls. Là, c'est la France qui doit être mobilisée. Chacun doit venir. Au-delà de toutes les polémiques politiques qui ont eu lieu ces derniers jours, aujourd'hui, c'est la société française unie qui doit marcher dans la rue pour dire non à l'antisémitisme et vraiment avoir en conscience que cette journée historique, il faut que dans quelques mois, dans quelques années, tous les Français puissent dire ce 12 novembre-là, j'y étais. J'étais à cette marche. Vous savez, on a tous encore en mémoire la grande marche de l'après-Carpentras. On a tous en mémoire la grande marche de janvier 2015 après les attentats. Eh bien, cette journée d'aujourd'hui s'inscrit dans cette lignée historique où la France sait parfois dire non à l'inacceptable. Aujourd'hui, la France doit dire non à l'antisémitisme et vraiment se mobiliser très massivement. Philippe Meyer, le président de la République Emmanuel Macron ne participera pas à cette marche, mais dans une tribune aux Français publiée ce matin dans Le Parisien, il affirme qu'une France où nos concitoyens ont peur n'est pas la France et il dénonce l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Est-ce que le président de la République vous paraît aujourd'hui à la hauteur de l'enjeu ? On peut regretter, très sincèrement, on peut regretter que le président de la République ne participe pas à cette marche à Paris, quelles que soient les raisons qu'il invoque, quelle que soit la tribune avec les mots justes et forts qui ont été prononcés. On peut penser que sa place aurait pu être au premier rang de cette manifestation, comme un président de la République à l'époque était descendu dans la rue après Carpentras, comme le président de la République de l'époque était descendu dans la rue en janvier 2015. Il y avait une occasion là d'envoyer un message, un symbole fort. Alors il y aura certes la Première ministre, il y aura de très nombreux membres du gouvernement, évidemment le président de l'Assemblée et de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais la présence du président de la République aurait envoyé un signal évidemment très fort, historique, à un moment où bien évidemment on se pose certaines questions. Il y a eu le vote de la France à l'ONU, il y a eu ces propos du président de la République sur la BBC il y a quelques jours qui évidemment étaient pour le moins troublants. Et par rapport à ce trouble qu'ont pu susciter ces prises de position de la France, que ce soit à l'ONU ou ce qu'a dit Emmanuel Macron à la BBC, eh bien une réponse aurait pu être la participation. C'est à regretter, mais indépendamment de cette absence, c'est la France qui doit être dans la rue, bien au-delà que la seule figure du président de la République. Elisabeth Borne, de son côté, sera présente à la marche parisienne. Elle a dénoncé ce matin sur le réseau social X, l'ancien Twitter, elle a dénoncé la présence du Rassemblement national à cette marche et elle déplore l'absence de la France insoumise. Est-ce que, quelque part, Philippe Meyer, vous ne regrettez pas une forme de politisation de cette mobilisation contre l'antisémitisme ? C'est évident. C'est évident qu'il faut le regretter. Le sujet de cette journée, l'objet de cette journée qui doit être historique, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Ce n'est pas de mettre le focus sur tel ou tel qui viendra, sur tel ou tel qui ne viendra pas. Vous savez, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, le temps n'est pas dans l'analyse politique, il viendra ce temps-là. Aujourd'hui, le temps, c'est la mobilisation de la France contre l'antisémitisme. Et cette espèce de piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber, qui est de mettre la loupe, finalement, concrètement, sur Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, plutôt que sur le fond de cette manifestation, sur le sujet, l'objet de cette manifestation, qui est d'appeler les Français à marcher ensemble, dans l'unité, au-delà de chacun a ses différences, chacun a ses sensibilités. Aujourd'hui, c'est la France, dans son unité, dans son ensemble, qui doit être dans la rue. Alors il y a ces débats politiques, avec une Marine Le Pen qui dit qu'elle vient, avec un Mélenchon et LFI qui ne viennent pas, ce qui n'est franchement pas une surprise énorme, compte tenu de leur position absolument abjecte depuis quelques jours et quelques semaines. Mais au-delà de cela, la France doit être unie. Alors oui, il y a ce piège, mais nous ne devons pas tomber dedans. L'objet de cette manifestation, et les médias que vous connaissez très bien, qui ont cette tendance à tout politiser, et il ne faudrait pas que dans les journaux de 20h de ce soir, on ne parle que de tel était là, tel n'était pas là.
il faut qu'on passe, la France était dans la rue. Et le temps viendra des analyses politiques un petit peu plus tard. Merci Philippe Meyer d'avoir répondu en direct aux questions de RCJ. Je rappelle que vous êtes le président du Bnei Brit de France et que vous vous trouvez en ce moment même à Nice où débute la manifestation pour la République et contre l'antisémitisme. Merci encore Philippe Meyer et très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Il est 11h34. Vous êtes sur RCJ pour une édition spéciale en direct jusqu'à midi. Emmanuel Macron ne participera donc pas à cette marche. Il l'a dit hier matin lors des commémorations du 11 novembre. Je serai là par le cœur et par la pensée à cette marche qui vise à bâtir l'unité du pays. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État qui répondait à une question posée par l'arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Politologue, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, vous suivez de très près l'évolution de la situation de l'antisémitisme en France. Vous publiez régulièrement des études sur le sujet. La dernière radiographie de l'antisémitisme date de janvier 2022. Dominique Régnier, au regard de l'expertise qui est la vôtre, est-ce que vous êtes surpris par cette flambée plus qu'inquiétante des actes anti-juifs sur notre sol depuis le 7 octobre dernier ? Hélas, non. Ce sont des manifestations qui s'inscrivent dans une tendance de long terme maintenant, puisqu'on a commencé à revoir l'antisémitisme croître, parce que l'antisémitisme, malheureusement, n'a jamais disparu ici ou là, en France, mais on a recommencé à le voir croître depuis le début des années 2000. Et quand nous regardons les indicateurs, eh bien, il est évident que la poussée vient de loin, elle ne cesse pas de s'affirmer. Il y a quelques moments où c'est un peu plus calme, mais c'est toujours un peu plus marquant ensuite. Et puis là, ce qui est extraordinairement choquant et impressionnant, c'est que, comme les auditeurs le savent, j'imagine, depuis le 7 octobre, on a battu tous les records d'agressions antisémites. Ça veut dire que si on prend uniquement les données disponibles depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, on a déjà le nombre d'actes le plus élevé pour une année entière depuis que la mesure existe en 1992. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais ça veut dire que 1993, c'est d'ores et déjà l'année la plus terrible de ce point de vue-là, en termes d'agression antisémite, pour la France, selon les statistiques dont nous disposons. Dominique Régnier, les chiffres ont encore augmenté cette semaine, 1247 actes antisémites perpétrés depuis le 7 octobre. Est-ce que clairement c'est la situation au Proche-Orient qui provoque ces passages à l'acte que l'on observe en France, mais aussi dans le reste de l'Europe et aux États-Unis ? Est-ce qu'on peut parler d'une importation du conflit sur le sol européen et plus particulièrement en France ? Oui, je suis partagé par la notion d'importation. C'est pas l'objet de notre échange, j'imagine, mais il est certain que la crise suscitée par des moments comme celui-ci, dans le conflit israélo-palestinien, à chaque fois, et en particulier depuis le début, je le disais, des années 2000, à chaque fois, réactive ces manifestations. Alors, manifestations qui pourraient être critiques de la politique menée par Israël. Les Israéliens, d'ailleurs, le font très bien eux-mêmes. Mais c'est pas ça qui se passe, comme vous le savez, comme d'ailleurs vous le dites en évoquant les manifestations qui ont lieu dans l'Europe tout entière et même aux États-Unis. C'est clairement une façon de considérer que les Juifs sont responsables de ce qui se passe et de ce qu'on peut ne pas approuver dans le conflit israélo-palestinien. Et donc, pour moi, c'est la définition même de l'attitude antisémite. Et donc, je ne peux pas parler d'importation à cause de cela, parce que je comprends ce que cela veut dire, mais c'est plutôt un révélateur de l'antisémitisme dormant qu'une importation du conflit israélo-palestinien qui serait responsable de l'antisémitisme. Donc la réalité, c'est que nous avons une société occidentale, européenne, c'est très net, française, ça l'est encore plus, qui est de plus en plus, malheureusement,
disposé à l'expression d'un antisémitisme à l'occasion du conflit israélo-palestinien, mais ça n'est qu'une occasion, ça n'est qu'un, je dirais, un prétexte, au fond, un déclencheur, un révélateur. Il est certain que c'est dans notre société occidentale, européenne et en France que nous avons un développement des disponibilités à exprimer l'antisémitisme. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Dominique Régnier, dans cette poussée antisémite en France? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Est-ce que ce sont, par exemple, ces chants nazis entonnés dans une rame de métro à Paris? Donc on est dans une parole antisémite devenue complètement décomplexée. Oui, c'est tout à fait inouï. Alors pour moi, ma génération, c'est particulièrement bouleversant, de même qu'à Düsseldorf, des manifestations pro-Hamas qui reprenaient, qui jouaient en tout cas avec la similitude, avec le rythme ternaire du slogan hitlérien, un peuple, une nation, un chef. Donc c'est cette espèce de référence totalement débridée au qui n'est plus, c'est frappant, c'est spectaculaire, qui n'est plus désormais un impossible. On peut l'énoncer, on peut s'y référer. On trouvait des références au nazisme explicite, des références admiratives dans le monde arabo-musulman jusqu'à présent, ici ou là. Maintenant, nous le trouvons aussi en Europe, aux États-Unis, en Australie, etc. Donc ça, c'est un point clé. Mais je vous dirais aussi que ce qui m'impressionne le plus, il y a d'une part la multiplication des actes, les préjugés, les opinions. C'est déjà une dimension problématique et préoccupante de l'antisémitisme, évidemment. Le passage à l'acte, les agressions, c'est une dimension qui appelle à l'urgence de la réaction. Et pour moi, dans ce contexte-là, le fait qu'on le montre dans notre étude, les Français juifs victimes d'antisémitisme, quand ils nous disent où est le lieu où on vous a agressé, le premier lieu, c'est l'école. C'est l'école. Ça, c'est inouï. Et donc, c'est une sorte d'alerte générale que nous devrions lancer, et nous devrions tous nous retrouver. Bon, bien sûr, je serai à la manifestation aujourd'hui, mais on devrait tous s'y retrouver, parce que là, il y a quand même des signes suffisamment clairs d'une dégradation suffisamment forte pour que l'on puisse restaurer un front totalement uni, y compris avec nos compatriotes musulmans, dont beaucoup sont préoccupés par cette évolution, même s'ils n'osent pas toujours le dire, pour marquer un stop franc, net, et prendre des mesures, parce qu'il faut que tout ceci donne lieu à des mesures, sinon ça reste purement incantatoire. Dominique Régnier, Emmanuel Macron ne participera donc pas à cette marche contre l'antisémitisme cet après-midi. Il a publié une lettre aux Français ce matin dans Le Parisien, dans laquelle il les appelle à se lever contre l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Est-ce que finalement il est dans son rôle, le président de la République, en restant en retrait de cette manifestation? Il reste dans sa position jupitérienne au-dessus de la mêlée, ou est-ce que vous estimez au contraire que sa présence aurait été un signal fort envoyé au pays? Alors, on ne peut pas, à mon avis, considérer que participer à la manifestation va de soi pour un chef de l'État. Par contre, ça n'est pas pour rester au-dessus de la mêlée qu'on n'y participe pas. Parce que ce n'est pas une mêlée comme une autre, celle-là. C'est les fondements de notre République, de ce qui fait quand même que la France est un pays caractéristique par son histoire, son rapport à la liberté, son rapport à l'humanisme. Donc c'est pas au nom de, je dirais, d'une forme de neutralité, parce que là ce serait terrible. Mais c'est un peu ce qu'il a laissé penser. On n'était pas très au clair avec ça. Et donc le fait de ne pas y aller, moi je peux le comprendre, mais il faut, et c'est ce qu'il a fait, mais avec un décalage, il faut dire à ce moment-là, ma place n'est pas parmi vous en train de manifester, mais comme il le dit, je suis de tout cœur avec vous, c'est ce qu'il dit au fond ce matin. Je vous encourage à faire connaître votre attachement à ce qu'est notre pays, et à dire que l'antisémitisme est sa négation, mais il faut tout de même qu'il n'y ait pas
d'ambiguïté. Il ne faut pas qu'on ait le sentiment que les Français sont dans la rue et leur président s'occupe d'autre chose. Et donc c'est peut-être sur cette combinaison-là qu'il y a eu un petit loupé il y a quelques jours, enfin depuis quelques jours. Mais enfin, je trouve que le texte qui est paru dans Le Parisien aujourd'hui apporte à cette interrogation une réponse qui est très satisfaisante et qui n'empêche pas l'expression d'une unité. Une dernière question, Dominique Régnier, si vous le voulez bien, au sujet de la France insoumise et son positionnement. Il y a eu ce tweet de Jean-Luc Mélenchon vendredi soir qui parlait d'une soi-disant marche contre l'antisémitisme. Il y a les propos du député David Guiraud qui remet en question les massacres commis par le Hamas en Israël. Il y a ce matin une manifestation qui avait été interdite par la préfecture de police, mais qui s'est quand même tenue avec des membres de la France insoumise devant le mémorial du Veldiv dans le 15e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Dominique Régnier ? Eh bien qu'aujourd'hui, malheureusement, on le sait bien, on le voit bien, la France insoumise et le mélenchonisme, la France insoumise représente aujourd'hui cette force politique qui ne cesse pas d'ébranler, de faire vaciller le corpus de nos principes et de nos valeurs qui nous font tenir ensemble et qui nous font tenir debout. Il y a une véritable entreprise de la part de la France insoumise et des amis de Mélenchon, il y a une véritable entreprise d'instruction de l'idée républicaine. Ils sont très républicains quand on les écoute dans leur rhétorique, mais ils s'en prennent en réalité à ce qui nous fait tenir ensemble. Et c'est une espèce de démarche absolument destructrice qu'ils ont entamée. Je sais bien qu'au sein de la France insoumise, il y a beaucoup de désaccords à ce sujet et beaucoup de désaccords vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. On les entend un peu, on les entend pas assez. De même qu'au sein de la NUPES, on ne les entend pas assez vu la gravité de ce qui se passe. Il devrait y avoir à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise qui le soutient, un cordon sanitaire aujourd'hui, un barrage républicain de la même étanchéité dont nous avons été capables pendant quelques décennies autrefois face à Jean-Marie Le Pen et au Front National. C'est une menace d'autant plus grande, la France insoumise et les mélenchonistes pour la République, que nous avons peine à nous rendre compte et à accepter le niveau de dangerosité, à reconnaître le niveau de dangerosité de ce parti. C'est pour ça que nous sommes exposés là et qu'il faut vraiment que nous nous ressaisissions. Et ce que vous m'avez indiqué ce matin sur la manifestation organisée et maintenue par la France insoumise montre que jusqu'au bout, ils vont essayer d'attiser la confusion. Ils travaillent à la confusion des esprits, à la confusion des symboles, des valeurs. C'est bien une députée de la France insoumise qui a qualifié le Hamas de mouvement résistant. C'est une parfaite illustration de l'œuvre de confusion qu'ils sont en train de développer pour nous troubler, pour nous diviser, pour nous déstabiliser. Il nous reste 1 minute, Dominique Régnier. Je voudrais quand même vous poser une question pour conclure sur la présence des dirigeants du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ils seront là cet après-midi. Ils s'affirment comme des boucliers pour les Juifs de France, selon la formule de Jordan Bardella. Est-ce qu'on peut les croire ? Est-ce que l'antisémitisme est toujours un marqueur du RN aujourd'hui ? Alors, quand on prend dans notre enquête les 3 foyers en France où l'antisémitisme de préjugés est le plus développé, du point de vue politique, ce sont d'abord les électeurs de Marine Le Pen. Si on prend un préjugé, je ne vais pas développer ce point, un préjugé, par exemple, les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie et de la finance, 39% des électeurs de Marine Le Pen le partagent, 26% des Français en moyenne, 33% c'est le deuxième foyer des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc on a là une espèce de proximité qui m'amène à dire que le Rassemblement national garde dans son univers électoral de sympathisants à un niveau beaucoup plus élevé que ce que nous pouvons mesurer en moyenne, la présence de préjugés d'opinion antisémite. Mais le troisième foyer le plus important, malheureusement, ce sont les Français musulmans. 51% partagent ce préjugé que j'ai pris en exemple.
Et donc nous avons tout un travail à faire en commun. En ce qui concerne le Rassemblement national, il faut avoir ça à l'esprit, il faut avoir à l'esprit l'histoire de ce que fut le Front national autrefois, pour ne pas tomber dans des formes de naïveté qui nous amèneraient à tout oublier, à tout effacer, comme si nous pouvions recommencer sur une page blanche, sans tenir compte de ce qui s'est passé. Ça serait une faute. Donc il faut rester extrêmement prudent, mais à tout le moins, il me paraît difficile de contester à des personnes qui viennent manifester avec d'autres contre l'antisémitisme le droit d'être présentes dès lors qu'elles partagent explicitement cette même visée. Le fort intérieur, le secret des cœurs et des consciences, on ne le connaît pas et on ne le connaîtra probablement jamais. Mais il faut au moins s'en tenir à cette expression publique qui est un progrès par rapport à ce qu'a été autrefois le Front National depuis ses origines et à travers l'expression qu'en donnait un de ses fondateurs, Jean-Marie Le Pen. Merci infiniment Dominique Régnier pour votre éclairage et votre analyse ce matin en direct sur RCJ à quelques heures de cette marche civique pour la République et contre l'antisémitisme. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Merci encore à vous. Merci, au revoir. Édition spéciale. 11h50 sur RCJ, cette vague très forte d'antisémitisme qui sévit en Europe depuis le 7 octobre, elle concerne aussi d'autres pays en Europe et notamment en Allemagne. Bonjour Eldad Beck. Bonjour Laurence Goldman. Merci d'être en ligne avec nous sur RCJ. Vous êtes à Vienne, en Autriche, et vous avez été pendant 22 ans le correspondant du journal israélien Israël Hayom à Berlin. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages de référence sur l'Allemagne et le Proche-Orient. L'Allemagne qui connaît une vague d'actes antisémites très élevée, plus de 2000 depuis le 7 octobre, soit près du double de la France. Est-ce que cette date de ces massacres commis par le Hamas contre la population israélienne marque un tournant dans l'histoire de la communauté juive allemande, Eldad Beck? À mon avis, effectivement, il s'est passé quelque chose depuis le 7 octobre en Allemagne. Vous avez souligné que ça fait 22 ans que je suis l'actualité en Allemagne et j'ai déjà vécu donc des éruptions de violence antisémite après des différentes étapes du conflit arabo-israélien, la deuxième intifada, la deuxième guerre de Liban, les différentes guerres de Gaza. On n'a jamais vécu une éruption, une explosion de haine aussi massive que celle qu'on voit dans les rues des grandes villes en Allemagne depuis le 7 octobre, depuis que Israël a commencé à se défendre, parce qu'il faut bien dire que après les massacres du 7 octobre, il n'y a pas eu de telles démonstrations de la part des communautés d'immigrants arabo-musulmanes pour condamner les actes haineux du Hamas. Ces démonstrations ont commencé d'une manière très organisée, et je souligne très organisée, parce que si on regarde la manière dont la chose se déroule, il y a très peu de doute que tout cela est très bien organisé, et c'est ça qui fait peur, je crois, premièrement aux Juifs d'Allemagne, mais aussi à un nombre de plus en plus grand d'Allemands qui voient leur pays sombrer dans une situation qu'ils ne connaissaient pas d'une telle manière jusqu'ici. Justement, Eldad Beck, comment la communauté juive allemande, qui compte officiellement 100 000 personnes, mais je crois qu'en réalité ils sont un peu plus nombreux, comment cette communauté juive allemande vit la situation depuis le 7 octobre? Elle se sent en danger, c'est ce que vous nous dites, elle est menacée, elle se sent menacée en tout cas? Absolument. Alors, il faut dire que la communauté juive d'Allemagne, depuis un certain temps, a tenté de faire face à la tension avec les communautés immigrantes arabo-musulmanes en Allemagne, avec des différents projets de rapprochement.
qui, en fin de compte, n'ont pas du tout marché. Et on a vu à partir du 7 octobre que tout ce rêve de coexistence judéo-musulmane en Allemagne s'est écroulé d'une manière écrasante. Je dois avouer il y a deux choses qu'il faut souligner. Premièrement, les autorités allemandes ont réagi cette fois-ci d'une manière relativement rapide. En tout cas, par rapport à tout ce qui est dit, à tout ce qui est déclaré, à la politique qu'il planifie exécuter. Par contre, il y a un décalage extraordinaire entre toutes ces déclarations et les actes sur le terrain. D'autre part, je n'ai jamais vu une telle démonstration de solidarité avec Israël que celle qui est passée à Berlin il y a 2 semaines, avec la participation de 25 000 personnes. C'est peu par rapport aux chiffres qu'on espère avoir aujourd'hui, par exemple. En France, c'est peu même par rapport à la situation ici en Autriche, un pays relativement petit où il y a eu une démonstration de solidarité avec Israël qui a rassemblé 20 000 personnes, mais il n'y a jamais eu en Allemagne une démonstration de solidarité avec Israël qui était aussi grand, et je crois que ça montre bien qu'il commence un certain changement de la part de la population allemande par rapport à la menace qui constitue la radicalisation des communautés arabo-musulmanes en Allemagne par rapport à la société allemande elle-même et non pas uniquement par rapport aux Juifs. Merci infiniment Eldad Bek d'avoir été avec nous sur RCJ pour nous livrer votre regard et votre analyse de la situation actuelle en Allemagne. Je rappelle que vous êtes journaliste israélien, ancien correspondant pour le quotidien Israël Hayom à Berlin. Vous êtes également essayiste. Merci encore et bonne journée à vous. Merci à vous et bonne journée. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Théo à la réalisation technique. Restez avec nous sur RCJ dans un instant. Place à Pause, l'émission d'Alexandre Mars. Il reçoit ce matin le chef Alain Ducasse. Prochain rendez-vous avec l'information sur RCJ, c'est demain matin 8h pour la matinale info qui vous sera présentée par Elsa Parienté. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes. Édition spéciale.